Alors Monsieur Aubert, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux à Chantrier. Avec plaisir. Alors vous avez alerté l'opinion publique récemment et les services publics également, j'imagine, lors d'une conférence de presse avec les professionnels de la construction pour nous informer du manque de programmes immobiliers et du manque de logements neufs, notamment en Haute-Savoie. Pourquoi, je dirais, cette conférence de presse et ce message finalement ? Alors ce message, en fait, il fait écho à une précèdente conférence de presse qu'avait tenue la CSL, l'association de constructeurs Savoie-Léman, qui représente un petit peu toute la filière. On englobe non seulement la FPI, la promotion privée, mais également les bailleurs sociaux, les entreprises de la construction que je représente par ailleurs avec BTP 74, mais bien évidemment aussi les architectes, les bureaux d'études, etc. Donc c'est vraiment l'intégralité de la filière qui parle à nouveau. La première conférence de presse avait eu lieu en mai 2023 pour alerter sur la prochaine catastrophe annoncée, l'écroulement du marché du logement neuf à minima en Haute-Savoie. Depuis, on sait que ça a malheureusement touché l'intégralité de notre territoire français. Mais cette conférence de presse du 10 mars dernier avait pour but d'aller un petit peu plus loin que l'impact sur notre propre filière, en fait. On arrête de balayer devant sa porte, on essaye de regarder un petit peu plus loin sur ce que ça peut représenter en termes d'impact économique pour notre territoire. La situation s'était dégradée depuis 2023, justement ? Oui, bien sûr. Elle s'est dégradée d'abord sur l'amont de filière, chez nos amis promoteurs, mais pas que. On commence à avoir des impacts sur l'emploi dans nos propres métiers à nous. C'est une crise qui a une inertie en fait. Le manque de programmes va déclencher des problématiques économiques dans quelques mois, quelques années. Bien évidemment, le logement neuf. Aujourd'hui, la construction de logements neufs, c'est à peu près 50% de l'activité du BTP sur le territoire. Au national, c'est la même proportion. Mais vous vous rendez compte de l'impact que peuvent avoir les chiffres qu'on mesure dès aujourd'hui, de quasi entre moins 20 et moins 25% de logements de mise en programme sur notre territoire. Voilà, les conséquences directes sur notre filière sont catastrophiques. Vous parliez d'emploi, justement. Que représente le secteur de la construction aujourd'hui en Haute-Savoie en termes d'emploi? On parle de 40 000 emplois directs et indirects. C'est ça. On a pratiquement 20 000 emplois directs, donc les salariés de notre filière. Mais on peut aller jusqu'à 40 000 lorsqu'on commence à compter tout ce que représente le secteur du BTP. Vous savez, le commercial de la maison Samsé dépend directement de notre activité. Alors on parle de 1000 postes qui disparaissent chaque année dans notre territoire ? Oui, aujourd'hui sur la Haute-Savoie, depuis 2023, on perd à peu près 1000 postes par an. Et 36% de liquidations judiciaires également ? Alors ça, c'est l'augmentation du nombre de liquidations. Alors effectivement, c'est à corréler avec un effet post-Covid que tout le monde connaît. On a eu pendant la période Covid un maintien sous perfusion de pas mal d'entreprises, mais ça touche tout le tissu économique local. Mais là, l'explosion du nombre de dépôts de bilan est catastrophique, très très inquiétante. Alors l'impact est énorme sur l'économie, pas de logement, pas d'implantation d'entreprises également. On dit que 85% des entreprises du territoire peinent à recruter. Oui, c'est un petit peu le chiffre qui circule. Alors c'était aussi l'objet de notre conférence de presse, on ne voulait pas être les seuls à alerter là-dessus, c'est pour ça qu'on a fait venir le président de la CCI, le président de la Chambre des métiers et le président du MEDEF qui avaient à eux trois, je pense, suffisamment de voix et de représentativité pour expliquer à quel point l'impact du logement neuf peut toucher l'économie locale. En fait, dès qu'une entreprise souhaite recruter et qu'elle manque de logement pour loger leurs collaborateurs, bien évidemment, ça a un impact direct sur l'économie du territoire. Alors, impact sur l'économie, impact sur l'immobilier, la crise du logement également, puisqu'il y a moins de logements disponibles ? Moins de logements disponibles, mais comme on le disait tout à l'heure, ça touche à la fois la partie, on va dire, privée de l'économie, c'est ce qu'on a exposé tout à l'heure, mais lors de cette conférence de presse, on avait également M. Mathieu, qui est le directeur de la TES, qui est une association qui gère les problématiques de logement provisoire pour les nouveaux arrivants notamment, et qui lui nous faisait part des difficultés qu'il a rencontrées, notamment avec des policiers sur Annemasse qui dorment depuis des semaines dans leur véhicule. Enfin voilà, je crois que la problématique, elle touche pas uniquement la partie privée de l'économie, mais vraiment toute la structure de notre société. Alors ça, c'est pour l'état des lieux, dirons-nous. Selon vous, que faudrait-il faire ? Quelles seraient les solutions ? Les solutions sont difficiles, on en a exposé quelques-unes, notamment avec la libération du foncier, mais pas que. Et bien évidemment, il faut absolument... Alors pour l'instant, c'est vrai que la Fédération française du bâtiment a obtenu quelques victoires sur le dernier budget, et notamment la relance du PTZ qui était important. Et le PTZ, en fait, il a un impact qu'il faut bien comprendre, c'est un impact très très fort sur le primo-accédant. Ce qu'on connaît actuellement du parcours résidentiel, c'est dès lors que vous bloquez un maillon de ce parcours, vous bloquez toute la chaîne. Et effectivement, lorsque vous avez un impact du PTZ sur
le primo-accédant, vous avez bloqué toute la chaîne. Exactement, c'est le début du parcours, on va dire, en PPSL. Exactement. Est-ce que la baisse des taux bancaires d'ici cet été, d'ici la fin de l'année, pourrait donner un nouveau souffle au parcours immobilier, au parcours résidentiel? Bien sûr, on sent déjà, et je crois que la FNAIM s'en est fait écho, on sent déjà un très léger impact, un très léger rebond, on va dire, qui est vraiment lié à cette légère baisse des taux aujourd'hui. En tout cas, c'est une inflexion dans le bon sens qu'on l'on mesure, mais je pense qu'on est vraiment qu'au tout début d'une reprise. On espère que cela va se confirmer dans les mois et années à venir. La construction, l'ouvrage immobilier est un temps long en fait. La construction, c'est un paquebot. On met quelques mois, voire quelques années à l'arrêter. De la même manière, on met quelques mois, voire quelques années à le faire redémarrer. Et en fait, sur un temps de gestion d'un projet qui peut durer 3, 4, 5, parfois bien plus d'années, effectivement, l'impact risque de se prolonger dans les années à venir. Est-ce que notre territoire, avec la proximité de la Suisse, les salaires des frontaliers qui sont plutôt hauts, génèrent une problématique supplémentaire sur notre territoire, justement avec des défauts de logement pour les gens payés en euros? Le pouvoir d'achat aujourd'hui des frontaliers fait qu'on a une richesse qui est apportée sur notre territoire qu'on ne peut pas négliger. Par contre, je crois qu'il y a une question de seuil qui est assez importante. Lorsqu'on dépasse un certain seuil de frontaliers, on arrive à avoir des impacts qui sont à la limite très négatifs sur notre économie, et notamment sur ces problématiques de logement avec des prix qui s'envolent. Vous savez, c'est la loi de l'offre et la demande. Et lorsque vous avez des frontaliers qui ont des salaires 3 à 4 fois plus élevés que nos compatriotes qui travaillent en France, vous faussez un petit peu le marché. Alors vous êtes également le président de la Fédération des entrepreneurs et artisans du BTP de la Haute-Savoie. Est-ce que les entreprises artisanales sont elles aussi impactées fortement par cette crise du logement? Alors un petit peu moins. Les 9600 artisans qui sont comptabilisés à la CMA ont des structures qui sont un petit peu différentes de celles des PME. Les PME prennent de plein fouet l'impact de cette baisse d'activité, bien évidemment, et notamment en termes d'effectifs. Je le disais tout à l'heure, c'est à peu près 1000 salariés en moins sur l'année 2024. Pour ce qui concerne les artisans, non. En fait, on est sur des structures d'entreprise qui s'adaptent beaucoup plus facilement. On est sur des entreprises qui sont bien évidemment plus agiles et puis surtout qui travaillent dans des secteurs d'activité qui sont pas touchés par le logement neuf. On est beaucoup sur la rénovation ou sur le particulier. Elles sont bien évidemment bien plus agiles que les PME qui comptent plusieurs dizaines de salariés. Alors, plusieurs communes du département de la Haute-Savoie préparent leur nouveau PLU ou PLUI maintenant. Oui. Les municipales dans un an. Alors, vous allez être attentif au programme présenté par les candidats dans les grandes villes comme Annecy, Thonon, Annemasse? Alors, non seulement attentif, mais on est déjà en train d'agir puisque la CSL a missionné un cabinet spécialisé dans l'étude, par exemple, du PLUI d'Annecy, du Grand Annecy, où bien évidemment on va aller scruter la moindre ligne pour rechercher un petit peu ce qui peut impacter notre activité. Mais au-delà de ça, oui, je crois qu'il faut qu'on ait une position assez proactive vis-à-vis des prochains candidats et notamment sur Annecy. Et c'est un petit peu le grand message qu'on avait donné lors de notre conférence de presse. On va auditer les futurs candidats de la mairie pour pouvoir un petit peu mesurer ce qu'ils ont dans le ventre en matière de construction et d'immobilier. Est-ce que vous avez des idées à leur proposer, par exemple, densifier le territoire verticalement, pourquoi pas, horizontalement? Je crois qu'aujourd'hui, c'était un peu aussi l'esprit de la loi ZAN. Malgré la remise en cause récente, on le sait dans la formation, dans les dernières nouvelles, c'est quand même l'état d'esprit de la loi ZAN. Aujourd'hui, l'idée est plutôt à verticaliser qu'horizontaliser le développement de notre territoire. Donc bien évidemment, oui, la verticalisation est une solution. Je crois qu'il faut bien y réfléchir, préparer aussi, mais ça c'est un travail peut-être de plus longue haleine, mais préparer nos concitoyens. Bien évidemment, personne n'a envie de voir un immeuble de 20 étages poussé en face de chez lui, mais je crois que l'aménagement du territoire est quelque chose qui se fait sur le long terme et c'est pas un coup ou deux par mandat qui peut faire avancer les choses. Il faut rebattre les cartes, comme on dit, pour préparer l'avenir. Je crois qu'il faut rebattre les cartes et poser en concertation avec les professionnels de la filière, les bases du prochain développement de notre territoire. Alors on parlait d'avenir justement, on annonce 200 000 frontaliers d'ici 2035, est-ce que ça vous effraie, ça vous fait peur? Un petit peu, oui, quand même, bien sûr. D'abord parce que il faut savoir une chose, c'est que les Suisses ont déjà fait leur ZAN il y a bientôt une vingtaine d'années, mais qu'ils l'ont réglé par un problème simple, par une solution simple. Ils ont réglé le problème de la ZAN en disant, ok, on ne loge plus, vous logez, vous, nos amis français. Donc bien évidemment, c'est ce qu'on fait depuis pas mal d'années, mais on s'aperçoit que cette solution a aussi ses limites. Et bien évidemment, si on continue d'augmenter le nombre de frontaliers, il ne s'agit pas d'augmenter le nombre de travailleurs en Suisse, il s'agit simplement de remplacer, et c'est les
la base des chiffres que l'on annonce là, 200 000 personnes en 2035, c'est simplement de remplacer les départs à la retraite du côté du Grand Genève. Donc en fait, l'apport de ces 200 000 personnes va générer une distorsion phénoménale sur l'équilibre de notre territoire. On le mesure déjà aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a des difficultés à loger des policiers, mais tout autant des aides-soignants, tout autant des instituteurs. Voilà, la vraie difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait demain pour avoir un territoire apaisé, avec des instituteurs qui logent sur leur territoire, à proximité des écoles et des gamins auxquels ils enseignent, sans tenir compte de ces problématiques de distorsion entre un salarié frontalier et un salarié français. Est-ce que vous pensez que nos problématiques de territoire sont entendues à Paris ? Je crois que de toute façon, Paris a fait une croix sur le logement il y a quelques années. Malheureusement, ça a été le grand sacrifié des 2 derniers mandats. Je pense que la présidence a imaginé que le logement était une variable d'adaptation de l'économie, en se disant on va réindustrialiser le territoire, donc le logement suivra. En réalité, on s'aperçoit que ça fonctionne pas du tout comme ça. Quand on nous dit il y a 3 millions de logements vacants, oui, peut-être, mais ils sont pas au bon endroit en fait. La problématique est juste là. Donc est-ce qu'on démobilise l'industrie là où elle fonctionne, avec par exemple un écosystème comme la vallée de l'Arve qui fonctionne parfaitement, et ça fonctionne très très bien parce que vous avez un écosystème, parce que vous avez 450 entreprises qui sont au même endroit et qui vont multiplier les ressources, démultiplier les ressources entre eux. Vous avez cet écosystème-là, vous ne pouvez pas le déménager. Donc il faut faire du logement à cet endroit-là. Est-ce que vous pensez que les élus, les politiques du territoire portent la parole assez haut, je dirais, justement, sur Paris ? On peut mieux faire ? On peut mieux faire, bien sûr. On peut toujours mieux faire. En tout cas, c'est l'objectif que nous, on se donne à la CSL. Et puis, bien évidemment, on invite tous nos politiques à aller porter le message beaucoup plus haut, oui, bien sûr. On reste quand même positif et objectif pour l'avenir ? Bien évidemment, on est sur un territoire qui est malgré tout relativement riche. Ceci dit, c'est un peu la problématique de tous les territoires qui fonctionnent très bien. Le jour où ça s'arrête, on tombe de plus haut. Je vous remercie, Monsieur Aubert. Mais je vous en prie, avec plaisir.